www.libradio.org, la radio qui pense et qui t'écoute. Nous sommes vendredi 5 février 2021, à l'aune des votations du 7 mars, et aujourd'hui nous allons nous occuper de l'initiative populaire « Oui à l'interdiction de se dissimuler le visage ». Alors je vais commencer avec quelques considérations liminaires, mais avant tout, bienvenue, bonjour Myriam. Bonjour. Merci de nous accorder un petit peu de temps. Tu vas te présenter tout à l'heure. Et juste avant ça, je voulais faire ces quelques petites considérations. Donc c'est une initiative populaire fédérale qui est conduite par le comité d'Egerkingen, donc qui compte des membres de l'UDC, de l'UDF et du PLR. Donc on voit où elle est ancrée. Il s'agit de modifier la Constitution fédérale, ce qui n'est pas anodin. Pour rappel, il faut 100 000 signatures en 18 mois par les citoyens ayant droit de vote pour pouvoir provoquer ce genre d'initiative populaire fédérale. Et c'est l'article 139 de la Constitution fédérale. Alors, un contre-projet indirect est existant qui prévoit que toute personne doit montrer son visage aux autorités lorsque celles-ci doivent vérifier son identité. Le contre-projet propose en outre des mesures destinées à renforcer les droits des femmes. Il ne pourra entrer en vigueur que si l'initiative est rejetée. Alors, ça peut être soumis à référendum, mais il faut savoir que ça existe. Le indirect, ça signifie qu'on ne vote pas pour ce contre-projet au moment où on vote pour l'initiative. Alors, il faut savoir aussi que 2 cantons, Saint-Gall et le Tessin, interdisent d'ores et déjà la dissimulation du visage sur leur territoire et que d'autres cantons ont rejeté une telle interdiction. De nombreux cantons, enfin, interdisent aux manifestants de dissimuler le visage. C'est une autre loi, la loi anti-hooligan. Alors, pour en terminer, l'initiative « Oui à l'interdiction de se dissimuler le visage » veut interdire toute forme de dissimulation du visage en Suisse. L'interdiction s'appliquera dans tous les lieux accessibles au public, par exemple dans les rues, dans les services administratifs, les transports publics, les stades de foot, les restaurants, les magasins ou encore en pleine nature. Des exceptions ne seront admises que dans des lieux de culte ou lorsqu'elles seront justifiées par des raisons de santé ou de sécurité. D'autres exceptions pour les touristes voilés, par exemple, ne seront pas possibles. Voilà, ça c'est pour les quelques informations que tu complètes à ta guise, Myriam. Et donc, rebonjour à toi. Voudrais-tu te présenter en quelques mots, et puis voudrais-tu présenter l'organisation ou l'association pour laquelle tu parles? Alors, moi je m'appelle Myriam Mastour, je suis dans la vie avocate stagiaire et je suis là pour le compte de 2 organisations qui sont les Foulards Violets et la Grève féministe. Les Foulards Violets, c'est donc un collectif qui est né pour la grève du 14 juin 2019, un collectif de femmes musulmanes ou non, qui portent le foulard ou non, mais qui sont solidaires avec celles qui font le choix de le porter. Et la grève féministe, c'est donc la grande organisation qui regroupe tout ça, qui a regroupé plus de 500 000 personnes en Suisse pour le 14 juin. Et je fais donc partie du groupe de travail anti-racisme de la grève féministe. J'imagine que les 2 organisations sont présentes sur Internet et également sur les réseaux sociaux. Oui, tout à fait. Est-ce que tu sais, comme ça, nous dire les adresses, comme ça on les donne tout de suite? Oui, alors pour les Foulards Violets, vous pouvez taper www.lesfoulardsviolets.org. Et pour la grève féministe, la grève est organisée en groupes cantonaux ou bien par ville et coordination romande et nationale. Et donc, il y a plusieurs sites web. Donc, si vous tapez sur Google, vous trouvez facilement. Je te remercie beaucoup. Alors, nous allons maintenant entrer dans le cœur du sujet. Voilà, cette initiative, elle fait heureusement grincer des dents tout de même un paquet de monde. Voilà, en quoi, pour vous, est-ce qu'elle est dérangeante, qu'elle est disproportionnée et qu'elle est même contre-productive? Alors, cette initiative, elle est dérangeante parce que, en plus d'être complètement inutile, elle est sexiste et elle est raciste. En fait, en réalité, on ne parle pas de la burqa dans cette initiative. La burqa, c'est qu'un prétexte parce que on connaît les chiffres maintenant. On sait qu'il y aurait éventuellement entre 20 et 30 femmes qui porteraient aujourd'hui la burqa en Suisse, en dehors des touristes. Donc c'est un phénomène qui est vraiment minime. Mais le fait de mettre cette initiative et de faire voter la population sur cette question
fait ressortir toutes les questions de la légitimité des personnes musulmanes de vivre en Suisse, de la question du foulard, de la question de... Enfin, c'est en fait un peu un pot pourri d'énormément de choses problématiques. Et c'est vrai que si on va dans la volonté des initiants qui voudraient qu'il y en ait plus ou qu'il y en ait moins de femmes qui portent de la burqa en Suisse, ce qu'on sait, c'est qu'on a les chiffres français depuis 10 ans. Depuis l'interdiction de la burqa en France il y a 10 ans, il y a une étude qui a été faite et qui a montré que depuis l'interdiction, il y en a beaucoup plus en fait. Donc clairement, si c'est l'objectif des initiants, c'est pas la bonne voie. Ouais, c'est clairement contre-productif, quoi. Si voilà, dans le cas où, mais comme tu l'as dit, on peut dire que là il y a quelque chose qui se trame sous couvert. Voilà. Et l'idée derrière, c'est d'avoir effectivement cette stigmatisation renforcée sur laquelle on va revenir. Voudrais-tu peut-être nous préciser qu'est-ce qu'on entend par voile, burqa, niqab, pour que ce soit vraiment bien clair pour tout le monde? Alors, nous, chez les foulards violets, on préfère déjà l'utilisation du mot foulard au mot voile, parce que le voile, c'est un terme passif, on dit d'une personne qu'elle est voilée, alors qu'on porte un foulard. Et le foulard, c'est un vêtement, les femmes le portent et l'enlèvent à différents moments de leur vie, et puis pour des raisons qui leur sont propres. Mais voilà, les deux termes existent. Le niqab et la burqa, donc ce dont on parle dans l'initiative, c'est en réalité un niqab. C'est un vêtement qui couvre tout le corps et dont on voit les yeux. Tandis que la burqa, il y a un grillage devant qui cache les yeux. C'est donc des vêtements qui sont plutôt culturels, liés à certains pays comme l'Afghanistan ou le Pakistan. Très bien, je te remercie beaucoup pour ces précisions. Alors tu l'as dit, la situation en Suisse, elle est loin d'être critique, quoi qu'il en soit. Comme tu l'as dit, il s'agirait de 20 voire 30 personnes qui seraient concernées directement par cette loi. Donc on peut parler vraiment là d'une disproportion hallucinante, sachant que effectivement, quand on l'a énoncé, ça interdirait un accès à tout, quoi. Oui, puis surtout, ça veut dire que on appellerait la police pour criminaliser le vêtement d'une femme. Et nous, ce qu'on dit au sein de la grève et au sein des foulards violets, c'est que au sein des féministes, on a écrit des listes et des listes de revendications. À aucun moment, on a demandé à ce qu'on légifère sur le corps des femmes, sur les vêtements des femmes, et encore moins à criminaliser des personnes qu'on considère à tort ou à raison comme des victimes. Ouais. On parle là vraiment de lutte intersectionnelle d'une certaine manière, dans le sens où effectivement on tente de stigmatiser. Alors effectivement, il y a le statut d'être déjà une femme, il y a celui d'avoir effectivement ce vêtement, et de stigmatiser ce que le ressenti autour de ce vêtement. Oui, alors déjà, on va systématiquement penser qu'une femme musulmane est une femme étrangère, et ça, on le lit dans la presse, et on l'a lu dans les débats au Parlement et au Conseil fédéral. On a été un petit peu hallucinés, parce que nous, on pensait que ça allait parler de musulmans des musulmans de Suisse, et en fait, on parle de personnes étrangères, alors que les études montrent que les femmes qui portent le niqab, en plus, qui portent la burqa, en général, ce sont des femmes suissesses ou européennes qui sont converties. Donc, concrètement, les faits montrent que ces femmes ne sont pas étrangères, mais de base, c'est pas acceptable que systématiquement, quand on parle des musulmans de Suisse, on parle de pays étrangers ou qu'on considère que ces personnes sont étrangères. Alors vous-même, vous avez, comme tu l'as dit, un argumentaire pour expliquer et pourquoi il nous faut, qui est absolument un long argumentaire. Ouais, un long et très complet argumentaire sur pourquoi est-ce que il faut voter non ce 7 mars prochain à l'initiative donc d'interdiction de dissimulation du visage. On le trouve sur le site internet, hein. Oui, on le trouve sur le site internet, sur Instagram, sur Facebook. Il est vraiment disponible partout. Pour nous, c'était vraiment important de faire un travail de fond sur cette question. On se rend compte que les initiants et les personnes qui sont pour le oui, elles sont beaucoup sur des arguments émotionnels, et même dans leur manière d'interagir dans les débats. On l'a vu sur forum, la manière qu'avait Mohamed Hamdaoui de couper la parole, de dire des gros mots. Dans les débats sur Internet, les personnes pour le oui, souvent, c'est vrai qu'elles vont être très virulentes et beaucoup dans l'émotionnel. Nous, on trouvait vraiment important d'avoir une argumentation et de faire un travail de fond sur qu'est-ce que ça signifie ce vêtement,
Qui est-ce qu'on est pour décider que tel ou tel vêtement est un bon vêtement ou pas. La question du féminisme de positionnement, on pourra peut-être en reparler plus loin. La question de voilà, la visibilité des musulmans dans l'espace public, le lien avec le racisme, le lien avec l'utilisation du féminisme à des fins clairement racistes et islamophobes, etc. Donc nous, voilà, on a vraiment fait un long travail avec beaucoup de sources, beaucoup de lectures, c'est vraiment étayé. Donc on trouvait vraiment important d'aller au fond des choses. Oui. Alors effectivement, il y a deux notions sur lesquelles vous revenez et que vous précisez, c'est le féminisme de positionnement et le fémonationalisme. Alors voudrais-tu nous en parler un petit peu ? Alors le féminisme de positionnement, c'est une théorie qui dit que ce n'est pas parce qu'on ne comprend pas le choix d'une personne que ce choix est invalide ou qu'il faut le réprimer. Qu'il faut en fait se rendre compte de quelle position est-ce qu'on parle, surtout quand on est dans une position privilégiée, que nous-mêmes on n'est pas, invalide d'une communauté minorisée ou racisée, etc. De vraiment en fait prendre conscience que la vision que j'ai d'un vêtement ou d'un comportement, etc. Si c'est pas juste parce que c'est repoussant pour mes yeux, parce que moi moi personnellement, même en ayant grandi dans une famille musulmane, la burqa c'est pas du tout quelque chose qui fait partie de ma culture. Ça fait pas partie de ma culture d'origine, de la culture de mes ancêtres. Et donc pour moi, la vision d'une burqa, c'est pas ce qu'il y a de plus naturel. Mais ce n'est pas parce que moi je ressens ça personnellement que je dois décider de légiférer à partir de ce sentiment-là. Donc voilà, c'est ça le féminisme de positionnement, c'est de dire on peut ne pas être d'accord avec le choix de quelqu'un, que ce soit l'avortement, que ce soit l'orientation sexuelle, que ce soit, peu importe, on peut ne pas être d'accord et quand même soutenir cette personne. Et c'est ça qui fait qu'on est dans un état de droit et qu'on peut vivre en bonne intelligence les uns avec les autres. Ouais. Et ensuite, le fémonationalisme, c'est l'instrumentalisation du féminisme à des fins clairement racistes et xénophobes. Et ça, c'est vu plusieurs fois dans l'histoire. C'est généralement la droite, mais ça peut aussi être fait par la gauche. C'est tout à coup de brandir cette carte joker du féminisme. Oui, mais en fait, c'est pour protéger ces femmes-là. Donc, déjà, ces femmes-là, elles n'ont rien demandé. Et pour les protéger, tu vas en fait leur envoyer la police et puis leur interdire quelque chose. Normalement, on criminalise la personne qui contraint une autre personne à faire quelque chose. On criminalise pas une victime. Eh oui. En tout cas, au sein de la grève féministe, on est vraiment, vraiment attentive à ce que nos luttes ne soient pas utilisées pour écraser des minorités. Alors du coup, voudrais-tu également préciser qu'est-ce que l'on entend par intersectionnalité, puisqu'on a utilisé le terme tout à l'heure, peut-être voudrais-tu le préciser. Alors c'est très important l'intersectionnalité, c'est une grille de compréhension des discriminations qui a été mise au point par une juriste afro-américaine qui s'appelle Kimberly Crenshaw, qui explique donc elle expliquait pour les femmes noires afro aux États-Unis, que pour que les femmes afro puissent vivre de manière libre et tout ça, on ne peut pas seulement se battre sur le plan du sexisme, on ne peut pas seulement résoudre la question de l'égalité salariale ou les choses qui concernent toutes les femmes, mais il faut également aller voir la question du racisme. Il faut se battre contre le racisme, il faut se battre pour les questions de classisme, de classe sociale, etc. Parce que concrètement, et ça s'applique également pour les femmes musulmanes, pour la question du foulard, c'est que concrètement, si on se bat uniquement pour l'égalité salariale, mais que la femme noire est discriminée à l'emploi, que la femme qui porte un foulard est discriminée à l'emploi, elle reste dehors en fait. Donc le fait qu'on ait gagné l'égalité salariale, ça va pas leur profiter. Donc ça, c'est vraiment un principe que nous, on applique vraiment au sein de la grève féministe, qu'on essaye d'appliquer au mieux, c'est de prendre en compte toutes les luttes qui nous concernent toutes. Et c'est pour ça que la grève féministe s'est clairement positionnée contre l'initiative anti-burqa, en dénonçant le fémonationalisme, l'utilisation de nos luttes à des fins clairement sexistes et racistes, et à renouveler, comme toujours, le soutien sans condition aux minorités, aux femmes noires, aux femmes musulmanes, aux femmes trans, aux femmes porteuses de handicap, etc. Alors,
pour toi, en quoi est-ce ce combat-là est-il également un combat féministe? Ce combat-là est principalement un combat féministe parce que si on parle juste de la question du racisme, de l'islamophobie, on a les chiffres français, 70% des victimes d'islamophobie en France sont des femmes. Donc la lutte contre l'islamophobie est un enjeu féministe à part entière. Et le fait que de légiférer sur un vêtement, là on légifère sur le vêtement d'une femme, comme toujours. On n'a jamais légiféré sur les vêtements des hommes. Donc quand on touche à une femme, ça touche à toutes les autres femmes. En tout cas, c'est notre vision au sein de la grève féministe. Je sais qu'il y a d'autres féministes qui parlent dans la presse, qui parlent dans les médias, etc., qui se positionnent pour l'initiative et qui estiment que dans leur féminisme, c'est OK d'exclure les femmes musulmanes. Ils vont bien sûr pas le dire en une phrase comme je viens de dire, mais c'est clairement leur position. Mais en tout cas, au sein de la grève féministe, il y a clairement un positionnement pour dire que en tant que femmes, on se soutient les uns les autres et il est exclu qu'on criminalise nos vêtements et qu'on instrumentalise nos luttes. Oui. Alors, toi, voilà, j'imagine que vous tenez de temps en temps des stands, ou en tout cas que vous essayez de communiquer tout ce que l'on vient de dire. Avec quels mots et de quelle manière est-ce que tu approches des personnes qui effectivement auraient tendance en étant à demi convaincu, ou disons un petit peu également disant voilà, j'ai lu la brochure qui m'est donnée, on dit voilà, il y a des partis qui disent il vaut mieux faire ça, je vais un peu faire ça. De quelle manière est-ce que vous les abordez et sur quels arguments est-ce que vous insistez? Cette initiative, elle regroupe vraiment énormément d'éléments, mais ce qui est important, c'est déjà voilà le fait de légiférer sur le corps des femmes, sur les vêtements, le fait que les personnes concernées n'ont rien demandé, et ça c'est un principe qu'on a vraiment au sein de la grève féministe et que en fait on devrait avoir en politique, on devrait avoir partout, c'est d'écouter les personnes concernées. Les personnes concernées ici, c'est les femmes musulmanes qui n'ont rien demandé, et au contraire les foulards violets, quand on est descendu dans la rue, certaines avaient sur leur pancarte des textes qui disaient à force de vouloir me sauver, tu finis par m'oppresser, ou lâche mon foulard, tu m'étouffes. Personne n'a demandé à être sauvé, en fait, concrètement. Et écouter les femmes dans leur ensemble qui ont écrit des listes et des listes de revendications, mais qui n'ont jamais demandé ça. Et là, on voit ces 2 semaines que la réforme du code pénal qu'on a pourtant demandé, elle va pas dans le sens qu'on veut, qu'il y a eu encore un recul pour la question de l'AVS, etc. Que cette initiative, en fait, elle tente de détourner l'attention des féministes, mais c'est pas le cas. Et ce qu'on peut dire aussi, c'est que nous, on a trouvé des personnes qui portent une burqa et qui nous expliquent qu'elles l'ont portée librement. Et en général, c'était contre l'avis de leur famille, et que c'est des personnes, voilà, suisses, européennes ou américaines pour l'une d'entre elles. Et que ça n'était pas, pour elle, c'était vraiment un choix personnel et spirituel, mais absolument pas quelque chose lié à ce qu'on appelle l'islam politique ou quelque chose comme ça. Et les études le montrent, c'est que effectivement, l'islam politique ou ce genre de choses, les questions de radicalisation qui sont tout le temps amenées sur la table par le camp du oui, c'est quelque chose qui existe, mais concrètement, les études et les chiffres montrent que c'est pas le cas en Suisse à ce point, et qu'en tout cas, c'est pas comme ça qu'on va résoudre cette question-là. Et comme on l'a dit tout à l'heure, au contraire, ça serait contre-productif. Absolument. Disproportionné, inutile, contre-productif, ce sont des éléments de réponse que l'on peut... Non, mais clairement, quoi, je veux dire, en étant dans le bon sens assez de base, quoi. Je voulais quand même rappeler, mais je mettrai évidemment tous les liens au libellé du podcast, qu'il y a un link, vous avez également un Linktree, linktr.ee/foulard violet, au pluriel. Ouais, et il y a beaucoup de choses dessus. Ouais, ça c'est bien, parce que justement c'est assez facile ensuite de pouvoir cliquer sur ce qui nous intéresse, si tout d'un coup on veut aller directement à l'argumentaire, directement sur le site web ou directement sur les réseaux sociaux. Et c'est vrai que cet outil est assez sympa. Je mettrai donc le lien également. Je te remercie d'ores et déjà beaucoup, Myriam. On arrive doucement à la fin de l'entretien. Je voudrais encore, si tu as quelques minutes, que l'on... Voilà. Lorsque, d'ores et déjà, j'imagine que vous avez accosté des personnes, que ce soit des personnes plutôt pour, mais également des contradicteurs, comment, dans ton esprit, depuis ta position, comment est-ce reçu? Alors, par les médias,
quand vous accostez, voilà, des masses médias, que ce soit la presse, la télé ou quoi, qu'est-ce qu'on vous répond? Par les politiques, parce que c'est quand même, ils sont quand même concernés, ils doivent prendre position. Et puis également, voilà, par la population, même si on en a déjà dit un petit peu. Alors, donc effectivement, il y a les trois choses. La population, on peut partir. Nous, on a eu pas mal de conférences sur Zoom, du coup, vu la pandémie en ce moment. On a été beaucoup invités par plusieurs partis politiques pour en parler. Et c'était des discussions très intéressantes. Évidemment, des partis de gauche. Je trouve dommage que, voilà, on serait volontiers venu parler aussi avec des partis de droite. Et c'était des discussions vraiment très intéressantes. Ils étaient contents, en fait, de pouvoir aller au fond des arguments et de vraiment avoir la parole des personnes concernées. Au sein des collectifs de grève aussi, on a eu des discussions à l'interne pour en parler, parce qu'effectivement, il y en a certaines qui disaient « mais nous, on est féministes, et puis quand même, les femmes en Afghanistan, il faut les sauver, etc. » Donc, il y avait un petit peu cette vision-là. Puis nous, on leur disait « non, ça, c'est un point de nos revendications chez les Foulards Violets, c'est de dire on veut pas être toujours amené à un ailleurs qui ne nous concerne pas et qui nous est étranger, etc. » Et puis, quand du coup, on a pu déconstruire tous ensemble. Et comme anecdote, la grève neuchâteloise n'était pas sûre de comment se positionner sur l'initiative. Donc, elles nous ont invités pour en parler. On a eu une bonne discussion avec des questions, un débat à la fin. Et ensuite, toutes celles qui n'étaient pas neuchâteloises, on a quitté la réunion Zoom. Et elles ont voté à l'unanimité pour soutenir le non. Très bien, très bien. Et concernant les médias, on est pas mal invité en ce moment par les médias, mais ce qui est drôle de constater, c'est que quand on se dit foulard violet, groupe de femmes musulmanes ou non qui portent le foulard non, etc. Mais on veut toujours nous faire revenir à des arguments religieux, en fait. On dit, mais en fait, on n'a pas d'arguments religieux, parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est la position féministe et antiraciste, mais qu'on voit que dans les médias, c'est compliqué, en fait, de sortir de ça, et qu'ils ont toujours besoin, de faire une mise en scène avec une mosquée, etc. Donc, le traitement médiatique des musulmans en Suisse, il faut clairement que ça avance, parce qu'on peut pas être toujours coincé entre Saïda Keller-Messali et puis Nicolas Blanchot ou Mohamed Hamdaoui. Dans les extrêmes, il y a d'ailleurs une étude de la Commission fédérale contre le racisme qui parle du traitement médiatique des musulmans et du fait que ça crée énormément de distance, que c'est les extrêmes qui sont invités, qu'on donne rarement la parole aux 99% des musulmans qui vivent très bien leur foi et leur citoyenneté en Suisse. Ça, c'est problématique, mais on sent quand même qu'il y a gentiment une avancée dans les médias. Parmi les journalistes avec qui on peut parler, qui se rendent compte que même en étant musulman, on n'a pas que des arguments religieux, et qu'on peut aussi discuter sur le plan des idées plus largement. On peut parler d'une forme d'essentialisation d'une certaine manière, et de réduction à cette notion d'islam. Peut-être qu'elle est, selon toi, elle est due à quoi? Elle est due à, l'actualité, le fait de faire du buzz, le fait de devoir, je sais pas, faire un peu peur, ou, comment tu vois ça, toi? Oui, effectivement, c'est ce qui fait vendre, c'est ce qui a fait vendre pendant des années. C'est ce qui fait peur, donc c'est ce qui marche. Puis c'est pas qu'en Suisse, c'est dans tout l'Occident en tout cas. Donc voilà, mais c'est vrai que nous, en étant des musulmans qui sont nés en général, qui ont grandi en Suisse, au bout d'un moment, on se dit à chaque fois qu'on parle des musulmans dans les médias, on se reconnaît pas. On parle pas de nous, en fait. C'est fou. Voilà, on parle pour vous, on vous met des mots, et puis. C'est ça. Donc là, on essaye de prendre la parole. En tout cas, on dit qu'on est là pour prendre la parole, et on commence à nous la donner. Donc, on est ravis. Même si les conditions sont pas toujours idéales, et puis que parfois on nous propose des mises en scène absurdes. Mais en tout cas, ça commence. Ok. Et concernant les politiques, est-ce qu'on observe également des lignes de fracture entre, je sais pas, la gauche ou la droite? Tu vas probablement juste le confirmer. C'est à toi de dire. Ou également, peut-être, y a-t-il un Rushdie ou des Rushdie Graben concernant cette initiative? Le positionnement par rapport à cette initiative?
Alors, Rushdie Graben, ça, je saurais pas me prononcer sur ça. Mais effectivement, oui, à l'intérieur des partis, il y a beaucoup de discussions parce que voilà, le sujet de l'islam fait débat depuis toujours. Et puis, cette question de la burqa qui peut être un peu repoussante visuellement. Enfin, il y a un énorme mélange, en fait, dans cette... je pense que les gens, tant les politiciens que les autres, sont perdus. Mais certains ont un agenda de racisme à tenir et ils sont ravis que la question de la burqa se pose et puis de pouvoir sortir l'argument féministe. Ça, il faut le dire aussi. Donc, il y a de tout. Ouais, ok. Écoute, on va rappeler que c'est une votation qui aura cours le 7 mars prochain. Ouais. Donc, on appelle tout le monde à se mobiliser pour bien voter, que ce soit par correspondance un peu avant ou alors d'aller glisser son petit bulletin. Fait. Y aurait-il, puisqu'on arrive au terme de cet entretien, y aurait-il une ou des questions que je ne t'aurais pas posées auxquelles tu aurais souhaité répondre ou un ou plusieurs appels que tu souhaiterais lancer? Un appel à se renseigner, vraiment à se renseigner sur ces questions et à ne pas tomber sur, à ne pas rester sur la question de est-ce qu'on vote oui ou non pour la burqa. En fait, on vote pas oui ou non pour la burqa. C'est pas ça le sujet. Là, on parle de stigmatisation d'une communauté minorisée. On parle de renier l'autodétermination de certaines femmes juste parce qu'elles sont musulmanes. On parle de vraiment plein de choses. Et vraiment, mon appel, c'est de ne pas être lazy, de ne pas être paresseux et de vraiment aller en profondeur, d'écouter les personnes concernées, de lire et voilà. De pas se laisser avoir par l'ambiance un peu voilà. Ouais, et puis de revenir sur dans des champs rationnels. Exactement. Enfin, d'une certaine de manière. L'émotionnel, ouais, sortir de la haine aussi, ça va nous aider. Absolument. Myriam, je te remercie beaucoup d'avoir pris tout ce temps pour répondre à ces questions. Merci à toi. Écoute, avec beaucoup de plaisir. On va peut-être, pour en terminer, rappeler les sites, réseaux sociaux, etc. Voudrais-tu le faire toi? On le fait un peu ensemble? Ouais. Alors, je te laisse la parole, vas-y. Pour les foulards violets, donc on a notre site www.lesfoulardsviolets.org. On est sur Facebook, Les Foulards Violets, sur Instagram, Les Foulards Violets. Et pour la grève féministe, il y a plusieurs sites, donc c'est mieux de taper sur Google pour trouver les sites qui concernent votre région, et sur Instagram et sur Facebook aussi. Très bien. Et puis le Linktree, moi je trouve vraiment ça bien. Oui. Pour lequel je mettrai de toute façon, je mettrai tous ces liens-là, je les mettrai au libellé. Hein. Donc c'est Linktree/foulard-violet. Exactement, ouais. Alors, donc, le 7, il y a la votation, le 7 mars, on le rappelle. D'ici là, y a-t-il des petites choses que l'on pourrait annoncer, webinaires ou petites séances d'information que l'on pourrait annoncer, où les gens sont juste invités à vous contacter éventuellement pour en savoir plus et, bien entendu, à se rendre sur le site pour voir l'argumentaire très complet. Oui, donc allez sur le site pour voir l'argumentaire et puis suivez-nous sur les réseaux, comme ça vous voyez les rendez-vous, les articles qui commencent à sortir, les passages dans les médias et tout ça. Ok, bon alors très bien. Je te remercie beaucoup Myriam, on s'arrête là? Merci à toi, très bien. Merci, à bientôt. À bientôt. Automédia de la masse critique, retrouve les podcasts et la newsletter sur www.libradio.org.